Merci, Monsieur le Président, de m'avoir demandé de faire ce complément d'information par rapport à ce que vient de dire Philippe. C'est bon. Et j'avance comment, là? Ici? Ici, ok, d'accord. Mon propos sera un complément d'information et non pas une controverse. Je me suis placé plutôt sur le plan du chirurgien universitaire en responsabilité de la Fédération des collèges de spécialité chirurgicale et j'ai élargi un peu le débat à l'ensemble des spécialités puisque vous m'aviez demandé de parler de la chirurgie générale et de la chirurgie de spécialité. Alors, tout d'abord, je suis obligé de contredire un petit peu ce qu'a dit Philippe en matière de chirurgie générale. La chirurgie générale, en France, reste un diplôme qualifiant à l'heure actuelle, puisque à l'Ordre des médecins, en 2009, il y a encore 3460 chirurgiens qui sont inscrits en chirurgie générale. Et la plupart d'entre eux sont d'ailleurs des chirurgiens salariés. Alors c'est un petit peu artificiel, bien sûr, surtout si on va à la diapositive suivante pour voir la pyramide des âges qui nous explique qu'en fait, les chirurgiens que nous sommes ici se retrouvent là. Beaucoup sont des chirurgiens généraux. C'est l'extinction des chirurgiens généraux tels qu'on les a connus quand nous étions chefs de clinique. Et puis, ensuite, ici, on a la démographie plus récente des presque cinquantenaires qui correspondent en fait à une tentative de filiarisation des différentes spécialités chirurgicales vis-à-vis de laquelle on a très rapidement faire marche arrière, en particulier les pouvoirs publics, pour des raisons de responsabilité. Car les urologues ou les chirurgiens digestifs ne pouvaient pas prendre la responsabilité de la prise en charge des patients des autres disciplines au moment des gardes. Et donc, en particulier dans le privé, mais aussi dans les hôpitaux publics, on a fait une marche arrière, et c'est pourquoi on voit revenir, à partir des moins de 40 ans, la discipline de chirurgie générale, qui est un diplôme qui est donné à l'issue des 5 années d'internat à l'heure actuelle. Mais ceci ne va pas contre le propos des chirurgies de spécialité, car ce diplôme que vous voyez réapparaître ici, mis en exergue de nouveau, n'est utilisé que de manière très temporaire par les jeunes chirurgiens pendant leurs 2 à 3 années, pendant lesquelles ils vont acquérir leur vraie spécialité définitive, c'est-à-dire que ce sont des chirurgiens généraux qui vont être qualifiés en chirurgie viscérale et digestive, en chirurgie urologique, dans les différentes spécialités sur lesquelles on revient un petit peu en arrière, c'est-à-dire les 8 spécialités chirurgicales issues de la chirurgie générale, à savoir l'orthopédie, l'urologie, la chirurgie plastique et reconstructrice, et esthétique, la chirurgie viscérale et digestive, dont nous sommes issus, la chirurgie vasculaire, la chirurgie thoracique et cardiovasculaire, la chirurgie pédiatrique et maxillofaciale, toutes les autres étant déjà filiarisées. Alors c'est intéressant de voir que dans le secteur privé, il y a beaucoup de chirurgiens généraux, mais je vous dis ça reste artificiel parce qu'il reste à peu près 1000 chirurgiens en fin d'exercice qui sont des chirurgiens généraux et qui vont disparaître dans les 10 ans qui viennent. Les 1000 autres qui restent en salariés sont en fait les chefs de clinique ou assistants qui vont demander à passer dans une des catégories en dessous dès qu'ils auront obtenu leur DESC. C'est intéressant de voir, mais vous le savez déjà, qu'il y a des spécialités qui sont surtout développées dans l'hôpital privé, la neurochirurgie, la chirurgie cardiovasculaire et la chirurgie pédiatrique, alors qu'à l'inverse, il y a beaucoup plus d'urologues installés en privé, en chirurgie plastique et reconstructrice, en chirurgie orthopédique aussi, et également en chirurgie vasculaire. Au passage, vous avez vu que le métier de chirurgien reste quand même un métier très masculin, malgré tout ce qui est dit, et que ceci se vérifie également pour la chirurgie digestive et viscérale, qui est le diplôme qui remplacera ou qui remplace la chirurgie générale. Vous voyez là la montée en puissance des 40-45 ans, mais avec un nombre relativement limité de femmes encore à l'heure actuelle, et surtout une diminution très inquiétante du nombre d'inscriptions à l'ordre des médecins dans cette spécialité. Je parle de la chirurgie viscérale et digestive.
Ça correspond à ce qu'on a appelé la crise de la chirurgie, où là, il n'y avait pratiquement plus personne qui voulait faire de chirurgie, et en particulier de la chirurgie viscérale. Je pense que les statistiques actuelles de l'Ordre des médecins, du Conseil national de l'Ordre des médecins, vont être beaucoup plus rassurantes, en particulier en ce qui concerne notre spécialité. Alors, le concept actuel de la chirurgie générale, je suis obligé d'en parler puisque c'était dans le titre. En fait, la chirurgie générale, comme l'a très bien dit Fernandez Cruz de Barcelone dans un excellent éditorial d'Annals of Surgery en 2004, c'est plus une discipline de base qu'une spécialité d'exercice. Et ça se vérifie parce qu'aux États-Unis, c'est vrai aussi, ça a été vrai en France aussi, parmi les résidents, l'ensemble des résidents, la spécialité de chirurgie générale était très prisée. 12% voulaient faire de la chirurgie. L'image du chirurgien généraliste qui ne savait pas tout faire, mais qui savait faire beaucoup de choses, était très prisée. Et on a, en 20 ans, la moitié des vocations ont disparu. Il n'y a plus que 6% en 2001 qui étaient intéressés. Et si bien que ce concept de chirurgie générale n'est devenu qu'un concept éducatif dans lequel on parle d'apprendre l'anatomie, la physiologie, le métabolisme, la nutrition, la pathologie, comprenez l'anatomie pathologique, la réanimation, les soins intensifs et la cancérologie. Alors, la maquette française du DS de 1992 est allée un peu plus loin. Elle avait ajouté, quand elle est réapparue, je parle du DS de chirurgie générale, la prise en charge des principales urgences chirurgicales dans toutes les disciplines. Ça, c'était le petit livre rouge que vous avez tous connu. Beaucoup d'entre vous y ont contribué. Dans le cadre de la mission d'évaluation des compétences des métiers de la santé, qui a été menée par Yves Matillon, et à laquelle beaucoup d'entre nous ont participé, en particulier pour les spécialités chirurgicales, on a fait disparaître tout ça pour revenir à ce concept de ressources communes à toutes les spécialités chirurgicales, c'est-à-dire savoir connaître les principes des sutures, connaître les principes de l'anatomie, savoir rédiger un compte-rendu opératoire. Enfin, vous pouvez lire ça en détail, si vous ne l'avez pas déjà fait, sur les e-mémoires de l'Académie nationale de chirurgie, où l'ensemble de nos travaux est colligé et très bien et facilement accessible. Alors, malgré tout, il reste, en particulier aux États-Unis, une formation de chirurgie générale qui correspond à peu près à notre maquette française de DESC, de chirurgie viscérale et digestive, qui a été rétablie par les arrêtés et décrets de 1992, quand on s'est rendu compte qu'il fallait remettre la chirurgie générale. Donc ça, c'est le diplôme qualifiant complémentaire qui est celui qu'obtiennent les plus jeunes maintenant depuis 1992. Ça comporte la chirurgie de l'abdomen, avec son contenu et sa paroi, la chirurgie de la peau et des tissus mous, la chirurgie endocrinienne, la chirurgie pédiatrique, les soins intensifs, la chirurgie oncologique, la transplantation, traumatisme brûlure, chirurgie vasculaire. Ça, c'est la maquette de chirurgie générale des États-Unis. Bon, chez nous, on fait sûrement un peu moins de chirurgie vasculaire, mais c'est pas mal non plus. Et traumatisme et brûlure sont exclus, de même que la chirurgie pédiatrique, bien qu'elle soit recommandée également. Donc ça reste en gros notre maquette de DESC de chirurgie viscérale et digestive. Alors, pour terminer avec cette notion de formation, voilà le référentiel de notre métier de chirurgien viscéral et digestif tel qu'il est lisible dans les e-mémoires de l'Académie et qu'on a élaboré avec un certain nombre d'entre vous, en particulier Jean-Luc Bouillot, qui est notre président du Collège de chirurgie générale viscérale et digestive, dans lequel on a établi des situations de soins qui correspondent en gros à la formation de base. Ce n'est pas toutes les situations, mais ça résume en gros toutes les situations de base auxquelles peut être confronté un chirurgien abdominal ou un chirurgien général viscéral et digestif, avec en détail les ressources en connaissances et compétences qui sont spécifiques à cette spécialité, et puis, on y revient, les ressources communes à toutes les spécialités chirurgicales. Alors, on a vu les hommes, maintenant les structures. Alors, l'organisation de la chirurgie dans l'hôpital public, elle est sous la dépendance des schémas d'organisation régionale de soins. Madame Poder pourra le confirmer et puis pourra sûrement donner des explications et des développements. Le principe pour l'hôpital public, c'est d'assurer la permanence des soins et surtout l'organisation permanente de l'accueil des urgences. Ça, c'est une grande spécificité de l'hôpital public, même si l'hôpital privé se charge pour une partie, parfois en collaboration avec le secteur public maintenant, de cette lourde tâche.
Ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que dans cet hôpital public, et ça a été bien dit par Philippe, c'est qu'on a l'occasion, on a la possibilité de travailler en équipe. Et ça, c'est vraiment le plus par rapport à tout ce qui a pu être dit. Alors, les structures internes qui remplacent les services, elles sont adaptées aux besoins dans les hôpitaux publics, elles sont adaptées aux besoins et à la démographie médicale de chaque hôpital. Avec tous les regroupements, les suppressions de plateaux techniques qui ont été réalisés, en particulier dans notre région de Franche-Comté, mais un peu partout, et en Île-de-France y compris, actuellement, chaque hôpital, compte tenu des nécessités, des récupérations, du minimum de personnel qui doit être présent, c'est 3 par garde. Il y a à peu près dans chaque structure une structure interne de chirurgie viscérale et digestive qui assure ou des gardes ou des astreintes, une structure interne de traumatologie orthopédique qui assure des gardes ou des astreintes, une structure de gynécologie et d'obstétrique qui assure des gardes, et puis les autres spécialités les plus présentes, c'est fonction de la démographie. Je ne veux pas revenir sur le tableau un petit peu fastidieux que je vous ai montré. L'urologie, il y a souvent un urologue, mais ils ne sont pas forcément en équipe, et donc c'est plutôt des astreintes, parfois en collaboration avec le secteur privé. Des ophtalmos, il y a souvent des ophtalmos, parce qu'il y a beaucoup d'ophtalmos, vous avez vu, plus de 5000, c'est la plus grande spécialité en termes de nombre en France, et puis des ORL pour les mêmes raisons. Puis alors, je passe sur les spécialités soumises à autorisation qu'on va retrouver plutôt dans le secteur public, la neurochir, la chirurgie cardiaque, mais il y a des exemples aussi qui marchent très bien dans le privé, mais c'est plutôt le public. La transplantation, qui est le monopole du secteur public, et la cancérologie, qui est un élément nouveau, mais qui est commun aux deux structures publiques-privées. Alors, un petit mot de l'organisation de l'hôpital universitaire, vous connaissez tous. L'hôpital universitaire, en France, c'est le monopole du secteur public, ça a été dit. Est-ce que c'est une force, est-ce que c'est un défaut? En tout cas, c'est comme ça, c'est le secteur public qui s'occupe de la formation. C'est un centre il est conçu comme un centre tertiaire de recours de soins. Toutes les spécialités doivent y être représentées, mais c'est de plus en plus difficile, tellement les spécialités éclatent en hyperspécialité. Dans tous les cas, son boulot, son rôle, c'est la technologie de pointe qu'il doit développer. Et c'est le centre de formation des jeunes chirurgiens, ça a été dit. Il a le monopole quasi exclusif actuellement. Peut-être que la loi HPST, dans son application, va changer la donne, et peut-être qu'on pourra discuter sur ce sujet qui est assez discuté à l'heure actuelle. C'est aussi un centre de recherche clinique, et la mise en place de centres de recherche clinique dans chaque CHU a été vraiment un élément moteur par rapport à ça. Malheureusement, je dirais, ou heureusement, très souvent, le CHU reste l'hôpital du secteur, en tout cas dans notre modeste ville de Besançon. Nous sommes aussi l'hôpital du secteur de Besançon, avec tous les villages et les villes qui sont autour. Et donc on doit accueillir toutes les urgences comme un hôpital général. Et ça, c'est vraiment, je ne vais pas dire une contrainte, on est là pour soigner les malades, mais c'est une difficulté organisationnelle importante qui doit être prise en compte par les pouvoirs publics. Alors, ayant dit tout ça, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Quelques réflexions concernant les limites et les contraintes actuelles de ce système, de l'hôpital public. Un élément incroyable dont on n'a pas eu l'idée au départ, je parle là de la limitation du personnel aux 35 heures, mais c'est valable aussi pour la réduction du travail, la limitation du travail à 80 heures aux États-Unis pour les résidents. Et vous allez en voir un exemple tout à l'heure. Cette limitation des heures de travail fait que l'ouverture des blocs opératoires est comptée maintenant. Avant, professeur, vous avez quoi à opérer? Il n'y a pas de problème et tout. Maintenant, monsieur Mention, vous avez un côlon à 14 heures, mais le bloc ferme à 16 heures. Est-ce que vous garantissez qu'il va être fermé, que vous aurez fini à 16 heures? L'anesthésiste dit, non, tu ne vas pas l'avoir fini. Donc le malade, il remonte, il ne vient pas. Donc le bloc, au lieu de fermer à 16 heures, il ferme à 14 heures. Donc c'est compliqué. Ça réduit le temps de formation de mes internes, de mes chefs de clinique, puisqu'on opère beaucoup moins. Les blocs ferment plus tôt. Il y a une évaluation des activités. C'est une très bonne chose. Mais il y a un aspect qui est apparu récemment, c'est la notion de seuil d'activité qui entraîne un remodelage d'un certain nombre de secteurs d'activité, en particulier la cancérologie. Il y a l'augmentation aussi du nombre de recours des patients. À l'hôpital public, maintenant, les malades veulent être opérés comme dans la clinique privée. Ils veulent voir la tête de leur chirurgien. Ils veulent être sûrs que c'est bien le chirurgien qu'ils ont vu qui va les opérer et qui va leur garantir leur suivi. Il y a également une augmentation du nombre de recours des patients. Ça en découle. Ce n'est pas parce qu'on est à l'hôpital public qu'on doit être mal opéré, qu'on doit avoir des fistules, des complications. L'élément aussi important, c'est qu'il y a une augmentation du nombre des internes, une augmentation considérable du nombre d'internes.
Les internes dans mon service ont été multipliés par 2. L'encadrement n'a pas été multiplié par 2. Le nombre de lits, le nombre de blocs opératoires pour former ces gens n'a pas été multiplié par 2. Donc là aussi, on a une réduction des possibilités de formation. Nous avons aussi, c'est notre impératif, l'apprentissage des technologies nouvelles. On ne doit pas se laisser déborder par le secteur privé. Et ça a été difficile pour la laparoscopie. C'est difficile pour la robotique, pour la navigation et toutes les autres techniques mini-invasives. Et puis, il y a un élément sur lequel on pourra discuter. Les choses ne sont pas claires, c'est celui de la féminisation de la profession, qui est réelle. Alors, les conséquences prévisibles de ça, c'est une réduction des temps de formation, je parle de nos internes et chefs de clinique. La seniorisation des procédures chirurgicales. On l'a vu avec la chirurgie ambulatoire, ce n'est pas l'interne de première année qui va aller faire la hernie ou la vésicule. L'exigence des patients fait que le senior, c'est lui qui va opérer, ou en tout cas qui va superviser en permanence l'intervention pour que tout se passe comme si c'était lui qui opérait. La prise en charge pluridisciplinaire avec les travails en réseau, la télémédecine, tout ça est l'aboutissement de l'hyperspécialisation. On va dans le ventre, mais on ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire avec un urtère si jamais il va falloir le réimplanter, s'il faut faire un geste de chirurgie vasculaire. Cette hyperspécialisation peut aussi aboutir à la focalisation de certaines interventions. Je ne fais que des canaux carpiens, je ne fais que des vésicules, je ne vais faire que des hernies. Ça existe déjà. Avec le risque donc de surconsommation. Je ne sais faire que ça, donc je vais en faire. Et puis la nécessité d'augmenter les effectifs avec des créations de postes, puisqu'on peut moins opérer, on est moins bien formé, on s'hyperspécialise, il faut une augmentation des effectifs. Je crois que Jacques Beaulieu avait des chiffres pour montrer le niveau d'augmentation des effectifs nécessaires par rapport à cette politique d'hyperspécialisation. Ça serait bien qu'il en fasse les commentaires tout à l'heure, s'il le veut. L'apprentissage par simulateur, est-ce que c'est une solution à la réduction du temps de formation? Pour l'instant, ça n'a pas été démontré. Et ça reste une solution qui est coûteuse et pour laquelle tous les hôpitaux universitaires ne sont pas sur un pied d'égalité. Alors, une solution que moi, qui me convient et que j'accepte, c'est l'ouverture de nouveaux terrains de formation. Pourquoi ne pas envoyer une partie des internes ou des chefs de clinique dans des structures privées, puisque la moitié ou plus de la moitié d'entre eux vont y aller travailler. Autant qu'ils aillent tout de suite voir de quoi ils retournent, même si l'encadrement va rester universitaire, bien entendu. Les universitaires ne vont pas abandonner leurs privilèges, leurs prérogatives. Alors ça, c'est juste un petit graphique qui vous montre les conséquences pour la chirurgie, pour un chirurgien chef, un chirurgien majeur, de la réduction du temps de travail des résidents aux États-Unis après l'arrêté de 2004, je crois, qui avait limité le temps de travail à 80 heures pour les résidents. Alors voilà, le gars, il a vu, tous les chirurgiens majeurs ont vu leur nombre d'interventions diminuer. Pourquoi? Parce qu'ils ont été obligés de faire une partie du travail des résidents au lieu de pouvoir opérer. Là, ce n'était pas un problème d'ouverture des salles d'opération. C'est un papier qui est consultable dans le JACS de 2008. J'ai fini, Henri. Simplement pour dire, voilà, alors le futur, c'est la survenue de nouvelles spécialités, ici en rose, la chirurgie du sein, la chirurgie de la main, qui n'est pas encore reconnue comme une spécialité ici, la chirurgie mini-invasive, la MIS, et puis aussi la chirurgie colorectale, on n'en est encore pas là non plus, et les chirurgies comme la chirurgie des soins intensifs. Alors en France, quel est l'avenir? Dans le cadre de la Fédération des collèges, on avait pensé, une fois que ce problème de filiarisation, chirurgie générale, spécialité sera réglé, de proposer la mise en place de masters professionnalisants pour essayer d'avancer dans cette recherche de qualité qu'on nous demande et qu'on évalue en permanence. Alors pour la chirurgie viscérale, c'était 5 masters, chirurgie colorectale, chirurgie hépatobiliaire pancréatique, chirurgie du tractus supérieur, chirurgie de la paroi abdominale, chirurgie endocrinienne. Les chirurgiens cardio-thoraciques et vasculaires avaient souhaité avoir 3 DES, que vous voyez ici. Et il reste à discuter du problème d'un diplôme de chirurgie cancérologique, d'un diplôme de chirurgie d'urgence, d'un diplôme de chirurgie de transplantation, c'est-à-dire des disciplines cette fois horizontales. La chirurgie esthétique, qui reste un problème, car elle doit maintenir son emprise au niveau de
des hôpitaux publics, la chirurgie de la main et également la chirurgie sceptique. Voilà. Pour conclure, simplement, pour que tout le monde ait bien compris, la chirurgie générale n'est plus une spécialité d'exercice médical. Elle correspond à une discipline de base de toutes les spécialités. Et la chirurgie générale actuellement pratiquée correspond plutôt à une spécialité de chirurgie abdominale ou viscérale digestive. Elle peut se décliner, comme c'est le souhait de bon nombre d'autres spécialités, en sous-spécialités ou hyperspécialités, qui répondent mieux aux besoins d'excellence attendus par la population, les instances de tutelle. Tout ça demande, bien entendu, un certain nombre de discussions avec nos tutelles, l'université et les représentants de la profession, en particulier les collèges. Merci de votre attention. Georges, merci. Et tout de suite, le premier discutant, voilà, le premier intervenant, c'est Bouillot. Merci, Monsieur le Président. Je vais donc succéder au président de la Fédération en tant que président du Collège de chirurgie générale, viscérale et digestive, en regrettant, mais si je peux me permettre, j'ai relu ce que disait le Conseil national de la chirurgie sur l'activité chirurgicale, le papier qu'il a sorti il y a quelques années. Il disait que la chirurgie est une et qu'il ne fallait pas séparer la chirurgie privée et la chirurgie publique. Et donc, il n'y a pas de rivalité ou de compétition entre les deux. Je pense que l'exercice doit être similaire, voire même identique entre le privé et le public, en dehors des contingences financières que Philippe Brey nous a rappelées. Indéniablement, la chirurgie générale a vécu. Ce que nous tous nous avons vécu n'existe plus. Il y a 1000 raisons et elles ont été exposées. Je crois que la vient de... pour cette chirurgie dite générale, qu'est-ce qu'elle doit devenir, comment l'appeler, et vous savez qu'on bute depuis un certain nombre d'années sur cette notion de, est-ce qu'on l'appelle viscérale, digestive, mais on enlève l'endocrinienne, donc ils ne sont pas contents, etc. Donc c'est compliqué. Ce que je voudrais juste dire, c'est l'exercice de la chirurgie dans les établissements publics va des chirurgiens, et c'est de la compétence, et cette compétence, c'est un savoir-faire et un savoir-être, et donc les éléments qu'on doit acquérir au cours de sa formation chirurgicale doivent évoluer et ne doivent plus être simplement de la théorie, de la pratique, mais il y a un exercice en commun qu'il faut apprendre, il faut partager. Le chirurgien n'est plus tout seul, le chirurgien est dans des réunions, il y a des RCP d'oncologie, il y a des RCP de chirurgie bariatrique, tout ça on travaille ensemble et on ne peut plus imaginer une activité chirurgicale seule. Et puis la compétence ou l'exercice, ça va dépendre également et beaucoup du plateau technique. Et il est évident qu'on ne pourra pas faire la même chirurgie au CHR d'Orléans, au centre hospitalier de Millau. Et on ne peut pas résumer comme ça ou schématiser de façon simple l'activité ou la pratique chirurgicale, car il y a beaucoup Georges mention, c'est deux choses. C'est est-ce qu'on a besoin de former, nous en tant que collège, est-ce qu'on a besoin de former des chirurgiens de base qui vont répondre aux besoins de la santé publique des individus partout en France et donc savoir traiter des urgences et de la pathologie simple, ou est-ce qu'on a besoin de former des hyper spécialistes et que tout le monde a envie de former des hyper spécialistes, le spécialiste du cancer de la convergence biliaire supérieure. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas trop cloisonner l'activité chirurgicale? Je pense que nous tous ici, on reste compétents parce qu'on a fait du vasculaire, du thoracique, du cardiaque, on a fait un peu tout. Est-ce qu'il ne faut pas trop se cloisonner? Comment on pourrait faire pour ne pas l'être? Et notamment pour élargir notre pratique en incorporant des pratiques qui sont faites dans d'autres disciplines. Je pense notamment à l'endoscopie. Est-ce que tu as des solutions pour qu'effectivement on utilise des moyens dont tous nos collègues étrangers ont à disposition? Je pense qu'effectivement, l'objectif, c'est de former des spécialistes de chirurgie viscérale pour notre spécialité de base qui répondent aux impératifs que j'ai décrits. Et il appartient après à ces chirurgiens formés de pouvoir, en fonction de leurs possibilités et de leurs souhaits, s'hyper spécialiser dans les différents créneaux indiqués. C'est déjà un petit peu le cas. Mais ramené à l'échelle de notre territoire, c'est vrai qu'il y a assez peu d'hyper spécialistes. On ne pourrait pas imaginer, par exemple, en Chine, des gens qui viennent avec une formation comme ça. Les gens, ils sont ou chirurgiens hépatiques et pas pancréatiques, ou chirurgiens du tube digestif. C'est une hérésie déjà d'imaginer qu'on a une formation commune sur les deux. Donc, par rapport à ça, je pense qu'on est un petit peu en retard.
Je pense qu'il faut qu'il y ait un diplôme général pour chaque spécialité, et après, dans chaque spécialité, qu'il y ait ce qu'on peut appeler soit des diplômes complémentaires, soit des... parce qu'il ne faudrait pas non plus que ce soit des diplômes après à exercice exclusif, mais que ce soit plutôt des masters qui donnent une carte de visite un peu plus spécialisée sans que ce soit une exclusivité. En sachant que ceux qui n'ont pas forcément développé cette hyperspécialité peuvent aussi y prétendre dans le cadre de leur développement professionnel. Ça, c'est un élément qui est important aussi à prendre en compte. Moi, je vais rebondir d'emblée sur ce que tu viens de dire, sur l'hyperspécialisation. Si tu veux bien, y a-t-il une question? Sinon, on avance parce que nous sommes un peu en retard. Oui, madame. Voilà. Professeur Denis de La seule Marseille, question, je suis oui, je vous en responsable de prie. la chirurgie Donnez votre nom, ambulatoire. s'il vous plaît. Professeur Denis de Marseille, Voilà. responsable de la chirurgie ambulatoire à l'hôpital Nord. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, si vous donnez la possibilité au privé de former les internes, ça veut dire que les chirurgiens privés vont apprendre, ils vont rendre malades aux internes. Parce que pour pouvoir avoir une formation chirurgicale, il faut que le patient, que le chirurgien installé, qui a sa clientèle privée, apprenne chirurgicalement au patient et que le patient soit informé qu'il va être, il va être opéré. Alors, je voudrais simplement dire une chose. Moi, je ne donne rien. C'est la loi qui l'autorise. Et la deuxième, oui, non, mais je veux dire, ça, à mon avis, ça va être pas très simple. Et la deuxième chose, ça fait 2 fois que j'entends que la féminisation est un obstacle. Écoutez, moi, dans mon créneau, en tout cas, j'ai plutôt des hommes qui travaillent moins que des femmes. Voilà, je m'arrêterai là. Ah non, alors, justement, moi j'ai mis un point d'interrogation. Je n'ai pas dit que la féminisation est un obstacle. J'ai dit qu'elle posait certainement un problème de réorganisation de la profession. Pour la raison qu'il y a un certain nombre d'événements biologiques qui surviennent chez les femmes et dont on est obligé de tenir compte. Oui, tout à fait, mais de toute façon, le nombre on déjà... On ne peut pas de trompe à quelqu'un qui va faire de la chirurgie. Oui, donc, mais si vous avez des enfants, il faut bien, après, que dans le cadre de la continuité des soins, il y ait une possibilité d'adaptation, c'est tout. Mais, c'est pas, mais déjà, le nombre est déjà assez bas, donc il n'y a pas trop... Moi, je souhaite qu'il y ait de plus en plus de femmes dans notre métier. J'en serais ravi. Surtout pour me soigner, quand j'en aurais besoin. Donc, j'avance.